que vous voyez bien Oui, l'affichage en grand? effectivement, on voit le webinaire. Très bien, parfait. Eh Tu avais bien, reçu comme les diapositives enfin, les oui, slides. Ouais. mais alors je vous invite à les partager ensuite vous-même pour les faire avancer à votre rythme, si ça vous va. Ouais, d'accord. Alors, moi, j'en ai pas préparé, comme tu le sais, hein. Il n'y a pas de souci. J'ai rajouté J'en ai- enfin, je l'ai modifié un tout petit peu à ma sauce, mais j'ai rajouté ta petite phrase en conclusion qui m'a beaucoup plu. Comme... Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Olivier, tu as bien reçu le tout petit diaporama que j'ai préparé. Alors, écoute, non, je crois pas. Ou peut-être que je l'ai reçu et que j'étais débordé de messages pour d'autres choses et j'avoue que ouais, Oui. j'ai peut-être pas Alors, été assez attentif, hein. c'est parce que je ne suis pas très habitué au partage d'écran et je ne suis pas sûr d'y réussir. Ah ben, envoie-le à Donc, Com, il va te faire ça. je l'ai aussi envoyé à Com. Ah ben alors tu es sauvé. Bon, Alors, est-ce voilà. que vous voyez bien l'écran complet ou l'écran touré noir? Moi juste. Moi, j'ai l'écran entouré de noir avec la liste des participants sur la droite, hein, ce qui est pas D'accord. mal. Ok. Bon, oui, il y a ça, Je l'écran n'ai complet. pas ça, moi. J'ai Donc, juste 3 cas cliniques, 6 experts, 1 heure. excellent, c'est ça. Donc, bonjour à tous. Raphaël, je commence, puisqu'on n'a pas encore les vidéos, mais ça ne saurait se débloquer incessamment sous peu, donc il n'y a pas de problème. Euh, Bonjour à tous, donc je m'appelle Com, je suis un ancien interne, mais pas encore chef de clinique et donc membre de l'AIH depuis un certain nombre d'années. Nous avons la joie de démarrer ce premier webinaire éthique qui est en fait un projet de longue haleine aussi et qui souhaiterait se perpétuer. À l'AIH, nous pensons que évidemment la formation en éthique médicale, c'est une réflexion continue, non seulement initiale, mais ensuite à perpétuer avec la pratique, les années, l'expérience. Et nous pensons qu'il existe au sein de la SFH une commission éthique et qu'il était très intéressant de pouvoir interagir avec cette commission éthique, puisque les experts de cette commission éthique peuvent partager leurs repères concernant 3 cas cliniques qui nous ont été envoyés suite à notre appel à cas cliniques sur la mailing list de l'AIH. Donc, nous avons 3 cas cliniques que nous allons discuter, 3 fois 20 minutes pour tenir en 1 heure aujourd'hui. Donc, nous avons 5 experts, parce que évidemment, je ne suis pas le 6e, 5 experts pardon, qui sont avec nous ce soir. J'ai fait très court pour ce qui est des affiliations. Je laisserai à chacun d'entre eux de préciser, puisque les situations évoluent évidemment. Avec Olivier Garot, Joël Secaldi, Chloé Prodhomme, Stéphane Moreau et Marie-Pierre Dan, qui sont tous membres de la commission éthique de la SFH. Sans plus tarder, nous allons donc débuter par ce premier cas clinique que nous allons discuter. Vous êtes vraiment libre de poser toutes vos questions dans le chat et ce sont des questions que je, évidemment, rapporterai auprès des experts. Donc, première situation, c'était le patient que tout le monde voulait soigner. Euh, Il s'agit d'un patient de 65 ans hospitalisé au décours d'un séjour en réanimation avec nouveau diagnostic d'une LAL. Le patient est médecin, mais son exercice est un peu flou. Il ne reconnaît pas certains termes médicaux, notion de PTSD avec suivi psychiatrique, pas d'activité récente. Il est plutôt sympathique avec toute l'équipe et est globalement apprécié. Au bout d'un certain temps et avec les prises en charge itératives en hospitalisation, plusieurs infirmières rapportent des comportements particuliers, notamment la masturbation en chambre particulièrement ostentatoire, quasiment face à la porte, propos déplacés auprès de certaines infirmières, du genre êtes-vous célibataire, et certains commentaires au moment des gestes. Quelques jours après avoir discuté de ces comportements, alors que le patient n'est pas hospitalisé dans le service, l'interne reçoit un appel d'une maison d'arrêt proche. Au téléphone,
une juge d'application des peines qui souhaite avoir quelques informations au sujet de la nature de l'hémopathie du patient, étant donné qu'il a récemment été jugé qu'il va devoir porter un bracelet électronique. Après avoir accroché avec la juge, on se renseigne alors, probablement à tort, mais avec une arrière-pensée sur la nature des faits reprochés à notre patient en cherchant sur Internet. Il s'agit donc de faits de harcèlement sexuel, d'attouchement lors de l'exercice de sa profession. Soudain, les commentaires déplacés du patient prennent une autre tournure. À partir de ce moment, il a été difficile pour l'ensemble de l'équipe qui a été mise au courant par bouche à oreille de prendre soin de ce patient. À titre personnel, cela a été délicat, nous raconte l'interne qui nous envoie cette situation clinique sur un patient dont que nous ne voulait plus prendre en charge, évidemment, j'ai inversé les titres. Cela a été délicat de prendre une posture empathique, de s'occuper de ce patient, de ses problèmes tant bien physiques que psychologiques, tout en ayant conscience les faits reprochés d'autant plus par un confrère. Plusieurs erreurs sont peut-être à souligner dans cette histoire de la part de l'équipe, le fait de se renseigner sur la nature des faits alors que ce n'était pas nécessairement aux soins du patient, et le fait d'en discuter avec toute l'équipe paramédicale qui du coup change également dans sa posture professionnelle. Je vais donc laisser la parole à Olivier Garot donc, pour... Ah non, c'est pas cette situation, pardon. Je laisse donc la parole à Stéphane pour débuter. Allô? Oui, tout à fait. C'est avec Marie-Pierre. Marie-Pierre, tu es là? Non, Marie-Pierre n'est pas encore arrivée. D'accord. Alors, du coup, je vais prendre la main. Si Oui, j'arrive à retrouver mon diaporama. Cas clinique numéro 3. Alors, attends, je vais chercher mon cas clinique qui était prêt, mais qui s'est fermé. Nous rappelons à tous les participants que nous avons un problème de vidéo qui est en cours de résolution, mais Je me permets également, si vous avez des questions sur les cas ou ce que diront les orateurs, n'hésitez pas à poser des questions, levez la main. Alors, je suis désolé, le cas clinique n'arrive pas. C'est bon. Je pense que vous devez avoir là. super. Tu peux mettre en grand maintenant. Ouais. Voilà. Donc, du coup, je prends la parole à la place de Marie-Pierre. Donc, Marie-Pierre Dagne, qui était infirmière clinicienne, qui devait intervenir sur ce cas clinique et qui peut-être n'a pas pu se connecter. On va parler de ce patient que l'on ne voulait pas, qu'on ne voulait plus prendre en soin, de par l'histoire que vous avez vue. Une de nos problématiques, c'était comment concilier nos valeurs professionnelles et personnelles de soignants quand l'histoire et le comportement de l'autre, en particulier de ce patient, nous heurtent. Donc ça, c'était notre questionnement et quels impacts cela pouvait avoir sur la relation soignant-soigné et puis également sur le sens du soin. Donc, pour un peu approcher ce cas clinique qui est extrêmement riche. Ah, Marie-Pierre est là. Ah, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Je suis toujours en difficulté avec, je veux dire… Il n'y a aucun souci. Pardon. Est-ce que vous voulez prendre la parole d'emblée ou vous voulez que Stéphane continue? Non. Si tu veux, Marie-Pierre, j'en étais aux tensions éthiques et je commençais la première diapo. Voilà. D'accord. Donc, effectivement, je suis infirmière spécialiste clinique à la Pitié-Salpêtrière, un petit peu, je veux dire, pour me présenter à vous tous. Et merci de me convier parmi vous. Effectivement, on est d'emblée, je veux dire, dans une situation quand même complexe de soins, puisque notre responsabilité, elle est quand même de prendre soin, je veux dire, du patient. Mais là, effectivement, dans ce cas présenté, je veux dire, autant, je veux dire, de la situation, mais aussi des soignants. Donc, à travers ce cas clinique qui pourrait être une étude des cas, on a soulevé d'emblée 4 problématiques. Donc, la première, elle est en lien avec les troubles du comportement dans la relation de soins. Est-ce que ce patient présente également, je veux dire, des causes somatiques, hein, ça pourrait être également à travers la LAL une problématique, je veux dire, cérébrale. Est-ce que, je veux dire, ce sont des troubles qui sont vraiment, je veux dire, conscients également, qui sont en lien, où on peut se poser la question avec le stress post-traumatique.
Donc, d'emblée, certaines questions nous viennent, c'est la notion de l'impact sur le patient en lien avec son autonomie, son libre arbitre, sa liberté. L'impact sur les soignants, quelle représentation, quel jugement, mais surtout aussi en lien avec nos valeurs personnelles, nos émotions, où il peut y avoir une rupture dans les soins. L'impact sur les traitements, la notion, je veux dire, de faisabilité qui peut se traiter à travers, avec par exemple, une problématique d'observance. L'impact sur la relation de soins, est-ce qu'on a vraiment ou non, je veux dire, envie de pouvoir soigner ce patient, une notion de responsabilité et également de sécurité dans les soins. C'est moi qui, excusez-moi, comme c'est comment ça se... Stéphane, pardon. La deuxième problématique qui est essentielle à soulever, c'est également, il nous semble, la recherche d'informations qui est en lien avec la notion de la sphère privée. Puisque là, il y a une notion d'information qui se fait à l'insu du patient. Donc, comment on interroge également son consentement, l'intérêt de cette information pour le traitement, mais également l'intérêt jusqu'où nous avons besoin de cette information en tant que soignant. La notion également, je veux dire, à nouveau, forcément un impact, je veux dire, qui est en lien avec, je veux dire, la relation de soins en fonction à partir du moment où on connaît cette information. On peut continuer, Stéphane, il me semble. La troisième problématique, elle est en lien donc avec comment cette information a été partagée au niveau de l'équipe. Pourquoi on l'a fait, je veux dire, comment on l'a partagée, est-ce qu'elle s'est fait ou non, je veux dire, un petit peu, je veux dire, en staff pluridisciplinaire, ou est-ce que c'est dans des bruits de couloir? Cette notion de consentement qui revient, la notion surtout du respect et du secret partagé. Ça nous relie à la notion également, je veux dire, de protection, mais également à nouveau la notion de rupture dans les soins, l'impact sur le patient, le soignant, le soin, comme on l'a déjà évoqué, avec l'impact par rapport à le questionnement des troubles du comportement. Tout ça revient également à la question, je veux dire, du sens. Donc, les principes d'éthique qui sont, je veux dire, reliés, et la notion de bienfaisance, non-malfaisance, justice et dignité. Le problème éthique, ça. Le quatrième problématique qui est essentielle à travers cette lecture de cas clinique, elle est en lien avec la notion du refus de soins qui peut se témoigner ou qui pourrait se témoigner par le médecin et par l'équipe. Donc, d'emblée, nous sommes reliés à la notion du droit et déontologie, dont Stéphane va un peu plus explorer juste après moi. Cette notion, je veux dire, d'information, mais également de précaution. La notion de continuité de soins, est-ce qu'il peut y avoir ou non une perte de chance pour le patient à partir du moment où nous avons ces informations et avec nos notions de jugement ou de valeur morale. On sait aussi que la morale est très liée à l'éthique et comment on arrive à faire la part des choses, mais aussi toute la notion, je veux dire, de l'accompagnement avec les mécanismes des soignants, le mécanisme de défense des soignants, qui peut nous amener à, je veux dire, à une rupture ou à des changements de comportement dans notre attitude vis-à-vis du patient. Tout ce qui est en lien également, je veux dire, avec le projet thérapeutique, jusqu'où ou non on va s'engager avec le patient. On pourrait dire très concrètement jusqu'où ou non, je veux dire, on va tout faire pour lui. Et la notion, je veux dire, de nous en tant que dans notre propre positionnement professionnel ou comment on a une relation empathique envers chacun, cette notion de cure et de care, et qui revient également à la notion de respect et de dignité. Voilà, donc à travers, je continue, hein, Stéphane, on est d'accord? J'espère ne pas être allé trop vite, hein, parce que… C'est vrai que cette notion d'information qu'on a recueillie sans le consentement du patient, en fait, qui est de l'ordre de la sphère privée, est extrêmement questionnante parce que cette information peut être
positive et nous renvoyer sur un surinvestissement sur un patient, admettons qu'il y ait une situation dramatique autour de ce patient-là qui puisse générer encore plus d'empathie, on pourrait avoir un surinvestissement qui pourrait complètement modifier notre relation de soins. À l'inverse, on voit bien que dans cette situation, l'attitude et le comportement des soignants changent. Voilà, ça peut générer au contraire un désinvestissement du soin. Et ce qui nous a paru intéressant de réfléchir aussi à travers cette information qu'on avait glanée sans le consentement du patient, ce qui quand même est une problématique. La première problématique, c'est peut-être aussi pourquoi le juge a appelé dans le service et a parlé à l'interne. Non pas que l'interne ne soit pas un bon interlocuteur, c'est pas ça le problème. Le problème, il est de savoir à qui cette information, de par la justice, a été déposée, et puis après, qu'est-ce qu'on va en faire? Et quand on partage une information en équipe, la question qui se posait, c'est quel va être le sens de cette information qu'on peut partager en équipe, et qu'est-ce que ça va apporter à l'équipe dans la prise en soin de notre patient. Et on peut être très régulièrement confronté à ces questionnements, puisque, par exemple, dans l'équipe, on peut avoir des psychologues, et on sait que dans un échange psychothérapique, il peut y avoir des informations qui peuvent être données aux psychologues, et les psychologues ont bien à cœur de faire la part des choses entre ce qui va leur être donné comme information et quelles sont les informations qui seraient à réinvestir au niveau de l'équipe pour avoir une plus-value dans la prise en soin. Et ça, c'est vraiment un élément qui nous a paru intéressant. Et on s'est posé aussi la question de la hiérarchie. Que fait la hiérarchie pour le partage de cette information et pour la diffusion de cette information qui finalement part à volo de bouche à oreille et peut poser une véritable problématique dans la prise en soin de ce patient, qui peut être péjorative au patient au-delà de ce que ce patient aurait pu avoir comme comportement antérieurement. Oui. Donc oui, bon là je vais repasser de toute façon très directement, très rapidement la parole à Stéphane, où donc on a relié effectivement à travers les 4 principes éthiques où voilà, nous avons pu explorer le cas clinique. Et ce qui nous a paru intéressant dans cette plaque qui reprend les principes éthiques de Beauchamp et Chollet-Dresse, qui sont des principes, c'est une des visions de l'éthique, mais il y en a bien sûr bien d'autres, et on voit bien qu'il y a la question de la dignité qui est mise en avant, la question de l'humanité, la question il y a des questions autour de la sécurité, mais il y a un élément qui est important ici, c'est la question de l'équité. À partir du moment où on a été chercher une information qui ne nous était peut-être pas destinée, et que fait-on de cette information et est-ce que cette information nous permet après de prendre le patient en soin de manière sur un principe de justice et d'équité? À partir du moment où on avait connaissance de cette information, est-ce que finalement l'équipe soignante s'investit de la même façon qu'elle pourrait s'investir avec un autre patient atteint de la même pathologie? Donc, on voit l'impact que peut avoir une information dans la prise en soin. Et derrière, bien évidemment, on peut avoir une altération de la notion de bienfaisance, de la notion de non-malfaisance, qui soit de manière tout à fait consciente, maintenant qu'on a une information qui nous a été relatée, mais aussi de manière inconsciente via le sentiment que l'on pourrait faire passer autour de ce patient et qui pourrait impacter sur la prise en soin et sur la qualité des soins, alors que clairement, l'objectif est d'avoir un soin qui puisse être égal envers tous à partir du moment où nous les prenons en charge. Et ça, c'est la question de ce cas clinique et nous interpelle par rapport à ça. Alors, on a essayé de se questionner sur le plan déontologique. Au niveau médical, la déontologie, c'est quelque chose qui est important. C'est un élément qui va scinder notre profession, au moins sur le plan médical, mais la déontologie, il y en a bien sûr dans toutes les autres professions qui gravitent autour pour faire l'équipe. Et nous avons été chercher le serment d'Hippocrate. Et clairement, le serment d'Hippocrate, il y a la noté rétablir, préserver ou promouvoir la santé, respecter toutes les personnes, leur autonomie, leur volonté, sans aucune discrimination.
Et du coup, le fait d'avoir été chercher une information qui ne nous était pas forcément destinée et qui ne peut peut-être pas apporter d'importance aux soins, peut générer au sein de l'équipe une certaine discrimination. Autre élément du serment d'Hippocrate qui paraît important à partager, c'est le fait de protéger les personnes vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Et effectivement, y compris chez ce patient qui aurait pu avoir fait des faits qui sont répréhensibles, eh bien, il peut y avoir une atteinte de son intégrité et de sa dignité dans cette information qui a été divulguée. Informer, donner les soins à l'indigent et à quiconque le demandera. Et puis, il y a un autre élément du serment d'Hippocrate qui est important, c'est taire et faire respecter les secrets. Bien évidemment, s'il y a violence à autrui, il y a des limites et des exceptions que l'on verra un petit peu. Mais c'est un élément qui est important à prendre dans notre réflexion. De même, sur le plan déontologique, il y a la Charte européenne d'éthique médicale qui va reprendre un petit peu les éléments du serment d'Hippocrate, avec le fait de défendre la santé physique, psychologique, respecter la vie et la dignité des patients, donner la priorité aux intérêts du soin. Et du coup, cette information qui a été divulguée peut peut-être mettre en danger la priorité des intérêts aux soins au profit d'autres ressentiments, d'autres représentations. Sous aucune, bien sûr, discrimination. Ne pas trahir la confiance, c'est aussi un élément qui est noté. Et puis, bon, bien évidemment, tout ça est en lien avec cette charte européenne et rentre bien dans notre discussion actuellement. Alors, bien évidemment, il y a des repères légaux également qui vont essayer de nous aider à éclaircir aussi la situation de ce cas. Et je crois qu'il est important, et on l'a bien vu, que quiconque qui va être pris en charge, que l'on va prendre en charge, a le droit au respect de sa vie privée. Et ça fait partie de la loi. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. Il s'agit d'un droit fondamental reconnu à tous, y compris, et ce droit s'impose à tout professionnel de santé, établissement de santé ou médico-social. Ça respecte l'ensemble des éléments que l'on voit là, mais en particulier les croyances religieuses, la liberté de culte, le droit à l'autonomie, la protection de l'intimité, etc., etc. Et on voit qu'au regard de ce droit au respect de la vie privée, bien évidemment, il y a des devoirs. Et pour le patient, le devoir, c'est de faire en sorte de respecter la charte de l'établissement et par ces comportements qui pourraient être déplacés, bien finalement, on pourra peut-être intervenir par rapport à ça. Il y a un autre élément qui est important, qui est noté dans ces devoirs, c'est de respecter, que le patient respecte les professionnels et n'ait pas des propos désobligeants, violents ou qui pourraient mettre le professionnel en difficulté. Donc ça, c'est le premier point sur le plan législatif qui pourrait être important. Deuxième point que l'on a dans tous nos services hospitaliers, c'est la charte du patient hospitalisé. Et là, le respect de la vie privée est garanti à toute personne, ainsi que la confidentialité des informations personnelles, administratives, médicales, sociales qui le concernent. Donc, aller chercher une information qui n'a pas directement d'intérêt pour le soin peut poser problème. Un autre élément important pour nous soignants, c'est de savoir que la jurisprudence dit que la chambre d'hospitalisation est vraiment un lieu privé. Et à ce titre-là, lorsque l'on rentre dans la chambre de ce patient-là, on rentre dans son intimité et on doit aussi le respect, tout comme le patient nous doit le respect, bien évidemment. Le deuxième point qui paraissait important à soulever, c'était la question du secret professionnel, ce secret que l'on peut partager. Il s'impose à tous les membres de l'équipe, ça c'est la loi qui le dit, et cette loi, ce secret professionnel est inclus dans le code pénal, dans le code de santé publique, dans les codes de déontologie des professions et codes de sécurité sociale. Donc, c'est un élément fort de notre prise en charge. Et donc, il se pose à l'ensemble des professionnels. Et tout ce qui va toucher le côté médical n'est pas que le côté médical, il est bien noté, c'est le côté des informations personnelles relatives à la personne qui font acte dans ce secret professionnel. Et les dérogations, on les voit, il y a des dérogations naturelles qui sont sur ordre de la loi, comme les déclarations de certaines pathologies, etc. Mais il y a aussi des permissions de dérogation du secret professionnel, en particulier quand il y a des signalements de mauvais traitements, etc. Donc, on voit que ce secret professionnel peut être important à prendre en considération dans notre cas. Autre chose par rapport à la difficulté que l'on pourrait à prendre en charge un patient de par son histoire,
on peut retrouver dans la loi 2 éléments importants. C'est le refus du soin discriminatoire. Enfin, en effet, toute pratique tendant à empêcher ou à dissuader une personne d'accéder à des soins ou de limiter l'accès effectif aux professionnels de santé ou à des conditions normales de soins, ça, c'est une problématique qui peut y avoir. Donc, le soin discriminatoire, il y a toute une liste qui est donnée par la loi, mais on voit que dans cette liste, il peut y avoir, par exemple, des motifs liés aux mœurs, aux orientations sexuelles, à l'identité de genre, etc., etc. Donc, le fait d'avoir une connaissance et le fait d'aller vers une prise en soin qui peut être plus difficile, voire un refus de soins, peut poser problème sur le plan juridique par cette notion de refus de soins discriminatoire. Le refus de soins est toutefois possible, hein, ça c'est clairement établi, mais il ne faut pas qu'on soit dans le critère de l'urgence, ça c'est important, et il peut être, on peut refuser, on peut avoir un refus de soins pour des raisons personnelles ou professionnelles, et ça, il y a une obligation d'information du patient et surtout une obligation pour nous professionnels d'assurer la continuité des soins. Pourquoi pas, ce patient peut éventuellement changer d'équipe, mais s'il change on doit l'accompagner dans ce changement d'équipe en tous les cas. Et enfin, il y a la notion de clause de conscience, et je laisse Marie-Pierre en parler. Merci Stéphane. Effectivement, en lien, je veux dire, avec ces notions de droit, de déontologie et de jurisprudence, il y a également la notion de clause de conscience qui permet d'autoriser les soignants à refuser, je dirais, une pratique médicale en lien avec ses convictions personnelles. Donc, c'est pour 4 raisons principales. C'est si l'acte médical est contraire aux convictions du soignant, en cas de mésentente avec un patient, mais également en cas de comportement agressif du patient et également en cas d'incompétence du médecin. Voilà. La clause de conscience a beaucoup été, ça a été mis en place dans les années 75, en particulier au moment de la loi sur l'avortement. Et on parle beaucoup de clause de conscience par rapport donc à l'IVG. On parle de clause de conscience par rapport souvent lorsqu'on parle de techniques de stérilisation ou de travaux sur l'embryon, mais bien sûr, la clause de conscience pourrait bien évidemment s'élargir, et en particulier sur les lois de fin de vie qu'on pourrait discuter actuellement. Donc, c'est un élément qui est aussi dans la loi et dont on peut prendre connaissance pour éclairer notre discours. Alors, un grand merci pour ces éclaircissements. Je me permets de rebondir sur cette dernière diapo. La clause de conscience, donc, elle est aussi possible pour les infirmiers et infirmières. Ce n'est pas que pour les médecins. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Ouais. D'accord. Et dans ce cas-là, imaginons qu'un infirmier ou une infirmière ait envie de faire jouer cette clause de conscience. Auprès de qui doit-on référer? Je dirais principalement, comme c'est principalement, je veux dire, avec le médecin référent, et après, bien évidemment, avec notre propre hiérarchie paramédicale. D'accord. Très concrètement, hein, Ce qu'on peut, par rapport au cas clinique qui était décrit, donc on a dit qu'en effet, ce n'était pas bien de s'intéresser à la situation pour ce que ça pouvait générer des conduites discriminatoires, mais on peut aussi comprendre la position de l'interne qui dit peut-être que nos soignants dans notre équipe sont potentiellement en danger parce que c'est peut-être quelqu'un de dangereux, quelles qu'en soient les raisons. Et donc, c'est aussi un devoir de protection de ses collègues, de se renseigner un peu. Bien sûr. Mais là, en l'occurrence, la question de la délivrance de cette information à l'équipe est, je pense, un élément clé. Et parce qu'on voit que l'information a diffusé de bouche à oreille, et ça, c'est une véritable problématique. C'est là sur laquelle, au moment de la première diapositive, on parlait de la hiérarchie. Comment se positionne la hiérarchie, c'est-à-dire éventuellement le chef de service ou le médecin référent de ce patient-là, le cadre de santé qui a la gestion de l'équipe soignante, c'est comment on diffuse une information qui peut impacter la prise en soins, et tout ça pour la sécurité, bien évidemment, de ce patient, mais également la sécurité des professionnels qui pourraient se sentir en difficulté face à ce patient. Donc, délivrer une information qui puisse servir, qui puisse apporter à l'équipe, qui puisse rassurer, et puis mettre en place éventuellement
peut-être une procédure pour pouvoir faciliter l'accès aux soins, rassurer les soignants, tout en essayant non plus de ne pas banaliser ce que pourrait ressentir ce patient qui, malgré ses antécédents, donc reste une personne à part entière qui nécessite d'avoir les mêmes soins qu'une autre personne, malgré tout. Et une dernière question avant de passer au cas numéro 2. Vous avez donc fait référence tous les deux à de nombreux repères qui sont tout aussi importants les uns que les autres, mais j'essaie de me mettre à la place de nous tous en pratique quotidienne. En pratique, sachant qu'on n'a pas forcément accès à tous ces repères instinctivement, quelles seraient pour vous les manières de procéder face à ce genre de situation? Et par exemple, on a vu qu'un des premiers repères avancés, c'est le serment d'Hippocrate. Est-ce que pour vous, le serment d'Hippocrate est une déontologie opposable ou est-ce que ce n'est qu'une boussole qu'il faut explorer par d'autres textes après? Non, je pense que c'est une boussole, c'est vrai. Ça nous permet de nous orienter dans notre pratique quotidienne, mais notre pratique quotidienne, c'est de mettre à distance, c'est qu'est-ce qui est important pour mener un soin de qualité. Voilà. Et dans la charte donc, éthique européenne, ce qui est important, c'est de privilégier la qualité du soin. Et ça, c'est important. Par contre, on ne peut pas nier tout ce qu'il va y avoir autour en termes de comportement qui a été ostentatoire, etc. Ça veut dire qu'il faut probablement continuer à apporter des soins, mais il y a des éclaircissements probables à avoir, des discussions, des informations, des échanges à avoir avec cette personne pour canaliser bien évidemment les comportements qui peuvent être conscients et mettre à mal les professionnels, et bon, mettre des garde-fous et l'équipe, enfin la hiérarchie, le cadre, le médecin référent peut probablement discuter de ces hiérarchies pour continuer des soins dans une bonne qualité. Bien évidemment, tout est important dans cette situation, me semble-t-il. Et d'emblée, pour rejoindre Stéphane et répondre à la question, c'est essentiel d'avoir une concertation d'équipe. On ne peut pas laisser passer l'information dans le couloir. Parce que là, c'est vraiment un risque de rupture et, je veux dire, voire de déviance. Tout à fait. Oui, Joël voulait prendre la parole rapidement, il me semble, avant qu'on passe au cas numéro 2. Oui, juste pour indiquer que cette situation est manifestement complexe, l'analyse vient d'en être faite. Un réflexe pratique quand une situation est complexe, c'est de ne pas l'aborder tout seul. Et donc, éventuellement, s'il y a même une question de sécurité dans la venue dans la chambre, qui est le lieu privé, y aller en tant qu'infirmière avec une aide-soignante et pas tout seul pourrait être une option concrète à réaliser. Merci beaucoup pour cette réflexion sur du premier cas. Il faut absolument qu'on passe à la seconde situation que je vais vous lire à l'instant. Donc, c'est cette fois-ci la patiente que tout le monde voulait soigner, à l'inverse. Donc, il s'agit d'une patiente de 33 ans, souriante et drôle, à qui on annonce brutalement une leucémie aiguë. Après l'annonce de la maladie, la patiente reste fidèle à elle-même. La leucémie aiguë se présente avec une pancytopénie au diagnostic. Les éléments pronostiques sont plutôt intermédiaires, avec quelques mutations ciblables dès la première ligne. Le problème principal de cette patiente n'est pas sa leucémie aiguë, c'est son anémie arrégénérative chez une patiente témoin de Jéhovah. Dès l'annonce du diagnostic, la patiente est extrêmement claire et avec ses propres termes, « Je préfère vous le dire maintenant que je suis en pleine forme et que je suis encore lucide. J'aime la vie, j'aime les enfants et je resterai fidèle à mes principes et je ne souhaiterais pas me faire transfuser en comprenant très bien ce que ça veut dire. » Après discussion avec la patiente et son mari, également témoin de Jéhovah, nous proposons donc un traitement non standardisé pour une première ligne chez une patiente fit avec un pronostic intermédiaire. Il s'agit d'une bithérapie associant un inhibiteur d'IDH1 et du Vidaza.
Devant la présence initiale d'une hyperleucocytose, il est décidé d'introduire de l'hydréat, des doses faibles. L'inhibiteur d'IDH est par la suite introduit dans l'espoir de créer une différenciation et de pouvoir permettre l'arrêt de l'hydréat tout en débutant un traitement potentiellement cytopéniant par Vidasa. Des soins de support sont mis en place, EPO, transfusion en fer, mais pas de supplémentation vitaminique devant l'absence de nécessité. Malheureusement, l'histopénie de la patiente ne font que s'aggraver et à J7, il est décidé de tenter plutôt une bithérapie ciblée en ajoutant un inhibiteur de FLT3 plutôt qu'un inhibiteur d'IDH. La patiente présente des cours de façon concomitante une hyperleucocytose avec présence d'une hyélémie faisant évoquer un début de réponse. Cependant, elle s'aggrave sur le plan de l'anémie, notamment avec un retentissement respiratoire, probable leucostase surajoutée. Après quelques jours à moins de 3 grammes par décilitre d'hémoglobine, la patiente fait une crise tonico-clonique généralisée. Sa famille, qui était très présente jusque-là, est très en accord avec le projet thérapeutique. Malgré la conscience des faibles chances de réussite, la patiente et sa famille étaient très demandeurs du traitement. Après cette crise, la patiente est somnolente et la famille, très sidérée, demande à ce qu'on laisse la patiente partir conformément à son vœu. La patiente décède finalement dans le service après avoir blagué encore sur sa fin de vie et en y disant dans ces dernières heures spontanément et devant son mari, j'ouvre les guillemets, pour moi, se transfuser, c'est comme commettre un crime. Par exemple, je ne souhaiterais pas me guérir s'il fallait que je tue quelqu'un d'autre. Et de toute façon, pour moi, ce n'est pas la fin, c'est le début d'autre chose. Après plusieurs discussions avec les différents médecins du service à différents temps, où, avec et sans son mari, la patiente a toujours maintenu son souhait de ne pas être transfusée. Elle a le plus souvent devancé les questions des médecins à ce sujet. Des directives anticipées ont été rédigées en ce sens. Malgré cela, les équipes médicales et paramédicales se sont beaucoup questionnées sur cette prise en charge, sur la nature des informations données, le contexte de la patiente, possibilité de renoncer à sa religion dans une communauté dont fait partie sa famille, sur la possibilité aussi réelle qu'a la patiente de changer d'avis dans son entourage. Voilà, donc je laisse Joël et Olivier commenter ce deuxième cas. Je ne sais pas lequel des deux souhaite débuter. Est-ce que je pense qu'Olivier veut parler d'abord des croyances et de ce qu'est un témoin de Jéhovah pour éclaircir la situation. Olivier, nous te laissons la parole. Merci, Com. Oui, donc juste pour me présenter, je suis hématologue de formation clinique et professeur d'immunologie à la retraite maintenant. Avec un intérêt pour l'éthique transfusionnelle depuis de très nombreuses années. Et j'ai été le directeur adjoint de l'Institut national de la transfusion après avoir travaillé longtemps à l'Établissement français du sang en tant que directeur également, enfin pas général. Et j'ai eu l'occasion de m'intéresser d'assez près aux témoins de Jéhovah que j'ai pu rencontrer dans leur organisation. Alors j'ai tenté de vous partager un tout petit peu de ce que mes années de pratique m'ont appris sur les témoins de Jéhovah, parce que c'est important de comprendre ce qui se passe. Alors, les témoins de Jéhovah sont fortement questionnants, vous le savez, en hématologie, car ils renvoient à une possible mise en échec des traitements, faute de pouvoir apporter les soins de support transfusionnel nécessaires, ce qui rend irréversible la course vers une issue fatale, alors que la situation aurait peut-être pu être réversible. Il y a un décalage énorme entre les témoins de Jéhovah et les soignants de façon générale, allant jusqu'à faire penser aux soignants qu'ils doivent absolument convaincre leurs patients et leurs familles de changer d'avis, d'aller contre leurs principes, persuadés qu'il s'agit d'une posture et donc d'une erreur. Plus loin encore, certains soignants sont tentés d'agir contre l'autonomie de leurs patients, lesquels sont d'ailleurs particulièrement éclairés. J'y reviendrai un tout petit peu après. Alors, comment dans ces conditions comprendre ce qui est en train de se jouer? Comment comprendre le cheminement intellectuel de la personne qui est en refus de soins, en l'occurrence le témoin de Jéhovah, personne, encore une fois, autonome et éclairée? Comment éviter le jugement de valeur, entre guillemets, mes valeurs sont meilleures que les vôtres ou que les leurs, et leurs valeurs sont obsolètes, obscurantistes, mortifères, tout ce qu'on veut. Comment trouver un chemin de dialogue, porte possible d'une concertation, peut-être d'un maintien de la confiance, soignant, soigné, toujours. Alors, les témoins de Jéhovah sont, pour certains pays, une religion, pour d'autres pays, un culte. Et enfin, pour certains pays, c'est le cas en France, pour un culte à dérive sectaire sous surveillance. Rares sont les pays qui considèrent les témoins de Jéhovah comme une secte à part entière. En effet, il n'y a pas tous les caractères, je vais sauver un peu de temps, je ne vais pas aller là-dessus, mais il n'y a pas les grands critères de la définition de la secte.
Les témoins de Jéhovah restent dans la société, même s'ils ne cautionnent pas un certain nombre de valeurs de la société. Bon, par exemple, ils sont objecteurs de conscience, ils ne fêtent pas les anniversaires, etc. Ce sont des chrétiens très à part aussi, très à part des autres cultes protestants, bien qu'ils en dérivent. Ce sont des chrétiens qui se sont fortement hiérarchisés, ce qui n'est pas le cas de tous les protestants à part les mormons. Ils sont abstinents, ils sont en général frileux aux vaccinations, mais de moins en moins, et ils sont toujours opposés aux transfusions cellulaires. Selon les organisations, ils sont ou pas opposés aux transfusions plasmatiques. Il arrive qu'ils acceptent les transfusions plasmatiques. Ils acceptent aussi d'une certaine façon les thérapies cellulaires et d'une certaine façon, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, il y a une reprise de la loi, entre guillemets, juive, qui veut que tout ce qui n'est pas clairement interdit est par définition possiblement autorisé. Et au moment de l'écriture des grands canons des témoins de Jéhovah, la transfusion commençait à exister au début du XXe siècle, mais la thérapie cellulaire, on n'en avait même pas l'idée. Donc, du coup, elle n'a pas été interdite. Et comme elle n'est pas interdite, elle est possible, à condition, bien sûr, que les greffons soient déglobulisés. Mais ça, ce n'est pas le plus difficile à faire. Alors, les témoins de Jéhovah se caractérisent par une lecture littérale, c'est-à-dire non apologétique, de la Bible. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils prennent la Bible avec ses points, ses virgules, ses points et ses points-virgules. Ils n'interprètent absolument aucun mot. Un petit peu comme le font d'ailleurs les musulmans avec leur livre saint, ou comme certains juifs avec la Torah. Ils ont une Bible qui est un peu différente des autres chrétiens. Ils ont quelques livres en moins dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, quelques livres en plus. Et ils accordent une valeur extrêmement importante au dernier livre du Nouveau Testament, que la plupart d'entre vous connaissent peut-être sous le terme d'Apocalypse, attribué à Saint Jean, à l'évangéliste Saint Jean, et qui est appelé chez les témoins de Jéhovah le livre de la Révélation. Et dans ce livre de la Révélation, il est écrit que 144 000 justes seront sauvés. 144 000, c'est des multiples de 7, c'est un chiffre extrêmement symbolique chez les Juifs. Et la plupart des autres chrétiens ne donnent pas d'importance à ces chiffres symboliques. Ça voulait juste dire beaucoup pour les autres exégètes chrétiens. Mais pas pour les témoins de Jéhovah, puisque 144 000, ça correspond au nombre de personnes qui seront sauvées depuis la création du monde jusqu'à la fin du monde, qui se fera dans une grande bataille qui s'appelle la bataille d'Armageddon. Les témoins de Jéhovah ont repris un certain nombre de points. Il y en a assez nombreux dans la Bible, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, en particulier les épîtres de Saint Paul, qui disent qu'on doit s'abstenir de fréquenter le sang, entre guillemets, donc soit d'en absorber, soit de le toucher, etc. Donc, il y a une grande impureté et un grand interdit autour du sang. Et il se réfère absolument là-dessus. Ce qui est écrit est écrit. Les témoins de Jéhovah, il faut le savoir, et c'est un point extrêmement important à bien connaître quand on est hématologue et quand on a affaire à des témoins de Jéhovah. Ils n'ont pas de confession, ils n'ont pas de rémission des péchés. Et une fois qu'une faute est commise, elle est commise, c'est irréparable, ce n'est plus rémédiable. Donc, un témoin de Jéhovah ne veut pas mettre en péril sa justification, le fait d'être un juste, c'est-à-dire le fait de pouvoir être sauvé, parce qu'il compromet irrémédiablement sa vie éternelle. C'est-à-dire qu'il se condamne lui-même à l'enfer. Et alors, je vais reprendre une boutade attribuée à Woody Allen, mais l'éternité, c'est très long, surtout à la fin. Et pour les témoins de Jéhovah, le passage sur Terre est très court. C'est quelques dizaines d'années au mieux. Sur un pèlerinage ou une mise à l'épreuve, l'éternité, c'est très long. Et il n'y a pas balance. Les témoins de Jéhovah ne sont pas bêtement doctrinés ou simples d'esprit. Il y a des personnes au QI tout à fait comparables aux nôtres et au reste de la population. Elles sont éduquées, instruites. Et là vient la compréhension, parce que c'est le témoin de Jéhovah, en fait, il pose un acte de foi. Mais encore faut-il avoir soi-même une foi ou une croyance pour pouvoir
comprendre un peu ce qui se joue. Et les personnes qui sont complètement athées ont beaucoup de difficultés à comprendre ce que ça veut dire de poser un acte de foi. Et forcément, c'est compliqué ensuite de risquer un jugement là-dessus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont très éclairés et très organisés. Ils ont des observateurs dans tous les CHU qui veillent au grain, qui passent l'air de rien. Vous ne les voyez pas, mais ils sont là. Et ils vérifient que personne dans les services d'hématologie, médecine interne, urgence, etc., faisant partie de leur église, n'est transfusé. Et si ces personnes le sont, eh ben, ils essaient de voir pourquoi, s'il y avait une opposition, et s'il y a une opposition, ils intentent un procès. Alors, le procès, il ne va pas être civil parce qu'ils ne sont pas du tout intéressés par une compensation financière, hein, un dédommagement. Il va être au pénal parce que là, ils sont intéressés à une recherche de faute médicale. Et je le dis en passant, parce qu'il y a des jeunes confrères parmi vous, vos assurances médicales, elles vous couvrent sur le civil, mais elles ne vous couvrent pas sur le pénal. Hein. Donc, la faute, elle sera la faute. L'hôpital, alors l'hôpital va vous défendre. Alors, il a ses avocats. Mais, et puis, les magistrats, jusqu'à présent, n'ont jamais condamné les médecins, jusqu'au jour où il y aura une jurisprudence. Et il se pourrait qu'elle arrive, si on est très légaliste. Alors, il y a 3 grandes catégories de situations que vous pouvez rencontrer. Pour faire vite, la personne, alors le cas de cette vignette, hein, c'est une personne compétente intellectuellement, adulte. Voilà, la loi Kouchner, elle s'applique, elle date de 20 ans maintenant. On respecte, on tente de maintenir le dialogue, on assure la continuité des soins, on essaie de présenter les options, on tente les alternatives, on cherche à convaincre sans juger, on fait le maximum pour que ça passe, et il y a des fois ça passe, et des fois ça passe pas. Bon, la situation est bloquée, mais de temps en temps, il arrive qu'on puisse la débloquer. En maintenant le contact, en maintenant avec bienveillance, il y a des choses qui finissent par passer. Chez les enfants, la loi s'applique aussi sans ambiguïté. Et à présent, c'est le médecin qui prend l'autorité. Il n'y a plus besoin. Alors moi, quand j'étais à votre place, il fallait qu'on téléphone au procureur pour faire destituer les parents de leur droit parental, le temps de la transfusion, tout ça, c'est fini. Le médecin transfuse. Mais, et ça, c'est un point que je tiens absolument à poser sur la table, c'est que le fait de faire ça est d'une violence insoutenable pour les parents parce que le fait d'avoir transfusé leur enfant le condamne à mort, à la mort éternelle. Il n'aura plus la possibilité d'une vie éternelle. Il ne fera plus partie des 144 000 justes. Et donc, pour des parents, c'est très, très violent. Et la troisième grande catégorie qu'on rencontre assez souvent, même peut-être c'est la plus fréquente, c'est les personnes vulnérables, des démences séniles en particulier, où là, il faut rechercher quelle était vraiment leur volonté. Alors, dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui disent non, il était pratiquant, il ne faut pas le transfuser, ou il y a des enfants qui disent non, mais il est sénile, il faut le transfuser, etc. Enfin, on trouve les deux cas. Et ensuite, c'est vrai qu'il faut vraiment chercher. Alors, les pièges, c'est quoi? Les pièges, c'est le jugement de valeur. Mes valeurs sont meilleures que les vôtres. C'est le paternalisme médical, justement ce qu'a voulu effacer la loi Kouchner. Je fais ça pour son bien. Et la troisième, c'est carrément la faute. C'est je transfuse d'abord, je discute après. Mais c'est trop tard du point de vue des témoins de Jéhovah parce que l'irréparable est commis. Et les conseils, si je peux me permettre, mais c'est là que la discussion peut s'ouvrir, c'est connaître un peu, d'où ce webinaire, c'est écouter beaucoup, c'est ne pas agir passionnément et c'est ne pas juger du tout. Alors, on peut maintenir un dialogue privilégié basé sur la confiance et le respect, y compris de la croyance, qui n'empêche pas de poser fermement et honnêtement son absence de croyance. Les témoins de Jéhovah, ils sont des exégètes, ils vont chercher à vous convaincre, mais s'ils voient que vous êtes honnête en face d'eux, ils n'insistent pas plus que ça. Il faut expliquer sa position de soignant, le dilemme moral auquel on est confronté, en disant que c'est d'une grande violence aussi pour nous en tant que soignants, parce qu'on n'est pas là pour... On est là pour porter secours, pour soigner, et on n'est pas là pour porter la mort. Encore que ces derniers temps, on peut se poser la question de savoir si ça ne va pas un peu changer. Et est-ce que le soignant peut ou doit aussi questionner le patient pour comprendre où sont ses limites, ce qu'il estime réparable ou irréparable? Et enfin, est-ce que le soignant peut non seulement accueillir passivement les demandes du patient, mais aussi activement les rechercher? Et la question, c'est est-ce qu'on doit interroger la religion ou la spiritualité? Ce n'est pas forcément la même chose d'une personne malade dont on a le soin. Voilà, c'est ce que moi je voulais partager avec vous. J'espère que je n'ai pas été trop long et puis
mon ami Joël va compléter. Merci Olivier, je vais compléter. Alors, j'ai juste 3 diapos, mais est-ce que tu les as éventuellement pour pouvoir partager l'écran? Tu seras tellement plus leste que moi pour le faire. Ah, j'arrive tout de suite. Voilà, mais je vais de toute façon embrayer immédiatement et les auditeurs pourront avoir accès à ces 3 diapositives. Elles sont très simplement classées. Oui, voilà, c'est ça. Il faut passer immédiatement à la numéro 3. Voilà, puisque ce sont les 3 dernières sur lesquelles je voudrais partager quelques réflexions. Celle qui concerne d'abord l'acte vu par le juriste, l'acte médical. Ensuite, ce sera l'acte médical vu par le soignant. Et enfin, l'acte médical vu par le soigné. Et cet acte-là étant celui de la transfusion, bien sûr, dans notre cas. Alors, vu par le juriste, la règle générale, c'est que le corps est inviolable et intangible. Et nous ne sommes autorisés à soigner ce qui équivaut à une intrusion sur le corps qu'à titre exceptionnel. Il faut que cette exception soit légitimée, qu'elle soit justifiée. Elle l'est en principe de 2 manières. On peut soigner parce qu'il y a nécessité thérapeutique. Et la deuxième condition absolue, c'est qu'il y ait le consentement. Donc, dans la situation évoquée ici, la nécessité thérapeutique ne fait pas de doute et il y a besoin de transfusion. Et le consentement, donc, qui pose problème. Donc, il a à être libre, éclairé par une information elle-même claire, loyale, appropriée. Alors, on peut interroger la liberté d'un consentement quand on est membre d'une communauté de témoins de Jéhovah, parce que si on a de la communauté une vision plutôt négative avec l'idée qu'il y a une pression systématiquement exercée sur les membres, ça peut infléchir le jugement, mais j'apprécie beaucoup la manière dont Olivier est entré dans les croyances. Je l'apprécie beaucoup parce que nous sommes un pays laïque et nous avons une très grande pudeur à aborder ces questions de croyance. Or, aborder, ça peut avoir une grande incidence pratique dans la qualité du soin. Donc, je reviens à ce consentement, éclairé donc par une information claire, loyale, appropriée. Mais je voudrais juste terminer cette diapo-là sur l'acte médical vu par le juriste par une espèce de pirouette. Le consentement, ça porte le spot habituellement sur la personne soignée. Mais là, en l'occurrence, dans l'histoire qui nous est racontée, on a entendu, on a lu. Je préfère vous dire dès maintenant, monsieur les médecins, et ensuite, il est indiqué, la malade a toujours devancé les soignants au niveau de l'information. Donc, finalement, ce sont les médecins qui ont été mis en situation d'avoir à consentir à une position clairement affichée par cette jeune dame. Et on peut peut-être méditer là-dessus. Deuxième diapositive, qui correspond à la numéro 4, là. Est-ce que tu as la possibilité de la faire tourner, comme ou pas? On y est. Alors, ça va, j'espère que ça va arriver à le temps que… en tout cas, donc, c'est l'acte médical à ce moment-là qui est vu par le soignant. Ben, un acte médical, c'est un cœur du métier du soignant, évidemment. C'est son devoir professionnel. Il est formaté, il est habitué, il est éduqué pour traiter, pour agir. Et un traitement, je ne vais pas entrer dans le détail de l'étymologie, il n'y a pas le temps, mais trahérer, tracter, ça tracte pour le coup l'idée de conduire, d'avoir l'initiative, de mener la manœuvre. Ça, on y est habitué culturellement comme médecin. Mais face à un refus, ça pose problème. Les rôles sont inversés. Et on est en situation d'avoir en quelque sorte à consentir à un refus. Et Olivier a évoqué la loi d'il y a 20 ans. Je vais préciser ça. C'est un article du Code de la santé publique qui est numéroté L1111-4, et puis vous retrouverez ça. Mais cet article est extrêmement important et constitue une espèce de petite révolution dans la relation qui était avant paternaliste, avant il y a 20 ans. Parce que ce texte dit que la personne prend
avec le professionnel et ses préconisations les décisions concernant sa santé. C'est la personne qui prend les décisions. Et elle les prend pas toute seule, mais avec le professionnel. Si elle les prenait toute seule, le professionnel pourrait dire « Ah bon, puisque la loi permet désormais à la personne soignée de prendre ses décisions seule et par elle-même, eh bien, elle se débrouille. » Et à ce moment-là, le droit de cette personne devient un devoir qu'elle doit assumer. Mais la loi ne dit pas ça. Il y a un entre-virgule. Ça se fait avec le professionnel. Ça veut dire que la décision est partagée. Et si ça se fait avec, ça veut dire que le professionnel doit rester en contact avec la personne, même si la direction que prend la personne n'est pas approuvée au fond du fort intérieur du médecin. Et on revient au cas précédent, où il y avait décalage entre les options morales du soignant et celles du soigné éventuellement. Eh bien, à nouveau, il y a cette espèce d'ironie à propos du consentement. C'est encore au médecin de consentir quand la personne prend une direction qu'elle n'aurait pas, que lui, médecin, n'aurait pas spontanément prise. Et il est donc par cette loi d'il y a 20 ans, dans l'obligation, oui, c'est ça, morale, d'accompagner. Et accompagner, moralement et en posture, c'est exactement opposé à traiter. Celui qui traite prend l'initiative et il conduit, on est habitué. Mais celui qui accompagne, c'est le contraire. Il doit suivre. Le médecin que je suis n'est pas culturellement habitué à accompagner. Troisième et dernière diapo. C'est bon encore l'acte médical de transfusion, mais cette fois-ci, il est vu par le soigné. C'est quoi pour le soigné cet acte? C'est une option parmi d'autres. Hein. Il peut aller sur Internet ou avec d'autres moyens, chercher des approches parallèles. Et puis là, en l'occurrence, eh bien, il a ses convictions. Donc, c'est une option face à l'épreuve du mal subi. C'est une proposition d'ordre technique. Et un témoin de Jéhovah fait bien savoir au médecin que c'est une option et que c'est lui, témoin, qui a la liberté de dire oui ou non. Maintenant, il y a autre chose aussi. L'acte médical vu par le soigné, il a conscience que sa vie est en jeu, donc c'est pour lui un impératif vital. Et bien sûr, s'il se met à refuser ce qui lui est proposé, il y a le risque qu'il se retrouve tout seul. C'est ça qui compte, aussi bien pour un témoin de Jéhovah que pour quiconque, c'est ne pas se sentir seul face au mal, surtout quand le mal est mortel. Et c'est le cas là. Et donc, je finis par ça. Il y a 3 manières d'entourage pour ne pas se sentir seul. Il y a d'abord l'entourage soignant. Celui-là, en France, il est en principe choisi. Mais on sait bien que dans les conditions d'un service, ce n'est pas toujours le cas. Quelqu'un qui voudrait être soigné par une femme, ce jour-là, dans le service, il n'y a que des hommes. Le texte de loi existe bien, mais la réalité, c'est que les options des personnes soignées sont respectables, mais le fonctionnement du service doit être préservé. Ensuite, il y a l'entourage familial. Celui-là, par définition, il n'est pas choisi. Et enfin, il y a l'entourage communautaire. Là, c'est celui des témoins de Jéhovah. Il est en principe choisi, surtout que cette personne est majeure, bien sûr. Mais on peut toujours s'interroger, on l'a déjà dit, sur la pression exercée par une communauté, qu'elle soit d'ailleurs religieuse ou d'une autre nature, politique ou autre. Je voudrais insister en point final sur justement cette possibilité, dans le cadre du soin, quand il y a une difficulté, quand on a du mal à comprendre, à prendre une décision de façon concertée, il y a la possibilité, et je l'ai expérimenté en tant que médecin dans mon propre service avec les assez nombreux témoins de Jéhovah que j'ai reçus, on peut très bien demander à l'un des médiateurs dont a parlé Olivier tout à l'heure de se déplacer ou de se montrer s'il est déjà dans l'hôpital et de venir, avec le consentement de la personne soignée bien sûr, et discuter à 3 des problèmes qui se posent face à la maladie et à la nécessité sans alternative de transfuser. Et assez souvent, il y a la démonstration d'une certaine souplesse. Olivier en a donné quelques exemples. Je pourrais aussi en témoigner. Je finis en indiquant, mais c'est au-delà de ce cas,
ce sentiment d'abandon qui est très important dans le choix des malades, parce qu'un témoin de Jéhovah n'osera pas, même s'il aimerait bien être transfusé, il n'osera pas accepter la transfusion s'il voit que la conséquence, c'est qu'il va être mis hors de sa communauté. Or, s'il y est depuis sa naissance, qu'il est tombé dedans comme dans une marmite étant petit, eh bien, à ce moment-là, il se retrouvera tout seul. Et ça, c'est quelque chose d'assez insupportable, surtout quand on est très malade. Donc, ce sentiment d'abandon, je me demande, dans le contexte actuel, avec la loi qui se prépare, s'il n'est pas un ferment pour beaucoup de personnes qui se sentent rejetées et toutes seules pour saisir l'occasion d'en finir avec leur vie, puisqu'ils n'intéressent plus personne. Mais écoutez, je vous remercie, si vous m'entendez bien, oui. Je vous remercie pour vos deux interventions très très riches. Je crois que ça souligne bien l'importance de l'hospitalité au sens accueillir aussi les choix des patients quand ceux-là sont évidemment fondés et libres. Je crois que c'est toujours difficile éthiquement de confronter parfois, parce qu'avec notre solidarité nationale, on pourrait avoir l'impression qu'on a tous le même projet médical, et pour autant, les gens ont des aspirations différentes les uns des autres, et donc c'est important aussi de laisser sa place à la liberté de choisir ce projet en toute liberté, et c'est là le plus important. Je vous remercie énormément et je me permets de passer directement au troisième cas clinique que je vais vous montrer à l'instant, que je vais vous lire. Est-ce que vous le voyez bien? Alors, donc, il s'agit d'une patiente de 33 ans. 33 ans, non, vous la voyez là? Je suis désolé. Vous voyez quelle diapo? Vous voyez la troisième là? Oui, on voit bien la diapo de la patiente en question, de D'accord, 76 ans. parfait. Donc, j'aimerais vous présenter le cas de Madame J, patiente de 76 ans, suivie pour un lymphome diffus à grande cellule B, hospitalisée dans le cas d'une première rechute à qui nous avons proposé un traitement par rituximab lénaludomide palliatif. Madame J présentait quelques comorbidités, notamment des troubles cognitifs sévères avec une maladie neurodégénérative s'étant aggravée durant ces semaines d'hospitalisation dans notre unité. Bien que peu toxique et peu invasif, Madame J a formulé plusieurs fois le souhait d'arrêter le traitement et de la laisser mourir. J'ai été confronté alors à un dilemme éthique intérieur et peu à peu débattu au sein de l'équipe. Dois-je prendre en compte les souhaits et l'opposition de ma patiente et arrêter les soins limitant la progression de son lymphome et donc aboutir à une mort certaine à moyen terme? Ou ne dois-je pas en tenir compte en invoquant ces troubles cognitifs poussés par les souhaits de la famille qui ne voulait pas arrêter les soins dits actifs? Son état neurologique s'aggravant, j'ai pris le parti d'arrêter le traitement et de fournir des soins palliatifs exclusifs jusqu'à la fin de sa vie. Mais je n'ai pas trouvé de réponse à mon dilemme. Je rebondis sur une deuxième question. Comment réussir à faire entendre à la famille l'arrêt des soins dits actifs, alors que bien souvent le patient, centre de notre prise en charge et de notre soin, lui est en accord avec cette démarche? Je trouve que bien souvent, notre prise en charge centrée sur le patient est déviée pour la prise en charge de ses proches aidants, parfois à ses dépens, ce qui peut devenir une dérive gênante à mon ressenti. Donc, je vais laisser Chloé Prodhomme prendre la main sur les diapositives. N'hésitez pas à poser vos questions dans le Q&A ou à lever la main lors de la discussion. Nous prendrons toutes vos questions. Donc, Nous voyons bien l'écran. Super, parfait. Moi, c'est Chloé Prodhomme, donc je suis médecin de PHU de soins palliatifs à Lille. Et je voulais d'abord remercier Lydia pour cette situation qui était vraiment très riche, ou pour lequel on pourrait parler très longtemps, mais je vais essayer de faire court. Et puis aussi pour la problématisation que j'ai trouvée également très pertinente, avec cette idée du dilemme éthique d'abord intérieur, puis débattu au sein de l'équipe. On aura l'occasion d'en discuter.
Alors, avec Stéphane Moreau, on a essayé de travailler sur quelques repères à la fois cliniques, légaux et puis éthiques qui pouvaient nous aider pour prendre en charge cette patiente. Alors, dans les principaux repères cliniques, ce qui saute aux yeux d'abord, c'est que cette patiente exprime possiblement un souhait de mourir puisqu'elle souhaite limiter et arrêter les traitements, et comme tu le dis, dans le but de la laisser mourir. Et ce souhait de mort est parfois facilement banalisé pour la personne âgée. C'est parce qu'elle est vieille, donc voilà, elle attend la mort, et puis il n'y a pas d'autres questions à se poser. Et un des premiers repères qu'on peut se dire, c'est que c'est important de ne pas le banaliser et de le prendre en compte, de le prendre en charge et de l'explorer. C'est l'idée de s'engager dans cette relation et dans cette compréhension de ce que la patiente exprime par ce refus de soins. Donc c'est important de lui faire reformuler, d'explorer aussi les éléments explicatifs parce que ça va être des leviers après pour votre clinique et pour votre accompagnement. Prendre le temps, c'est écouter et entendre les mots qui sont exprimés et non ses propres projections vers l'autre. Écouter aussi les symptômes sous-jacents afin de pouvoir mettre en œuvre les traitements et l'accompagnement relatifs aux souffrances éventuelles, qui peuvent être souffrances physiques, mais aussi psychologiques, c'est-à-dire qu'il va falloir rechercher un syndrome dépressif derrière, sociaux, et notamment les personnes âgées sont souvent victimes et avec des troubles cognitifs de discrimination, d'isolement social, la vie en EHPAD, et puis de souffrance existentielle avec peut-être une perte de sens aussi de sa vie. Qu'il est important également d'entendre, d'écouter et d'explorer. Et puis, on peut imaginer que cette famille, maladroitement, a voulu réagir face à ce souhait de mourir qui a pu l'ébranler avec cette idée de vouloir conseiller son proche, de la soutenir, de la convaincre de faire ce traitement. On peut imaginer qu'ils ont un peu essayé à leurs propres armes de réagir face à ce désir de mourir qui parfois nous ébranle, nous met en difficulté et on ne sait pas toujours comment et quoi dire à ces personnes qui invoquent la mort. Peut-être que cet accompagnement de cette famille et la place laissée à cette famille dans la compréhension de pourquoi aussi est-ce qu'elle voulait forcer cette proche à suivre ce traitement et à la difficulté que ça peut être d'accompagner quelqu'un qu'on aime et de l'avoir vouloir mourir finalement, peut être aussi un des leviers dans l'accompagnement de cette famille pour après faire entendre la démarche palliative et de limitation et d'arrêt de traitement. Et puis le deuxième enjeu clinique, c'est la question du consentement qu'on a déjà abordé pour les 2 premières diapositives. Mais là, d'un consentement chez une personne qui a ces grosses troubles cognitifs qui se sont en plus aggravés sur ces dernières semaines. Le consentement, ça passe avant tout par la relation au patient qui doit être pluridisciplinaire, et peut-être qu'un expert, qu'un tiers extérieur peut aussi permettre de prendre le temps d'entendre l'identité de cette personne, de connaître et reconnaître finalement qui elle est afin de promouvoir son autodétermination, même si, si elle a des troubles cognitifs. Là, elle a été capable d'exprimer les choses et donc c'est important de pouvoir l'entendre et l'écouter pour comprendre, pour aussi prendre le temps de se dégager du sentiment d'urgence à agir et de laisser le patient aussi la possibilité d'évoluer dans sa décision, peut-être grâce au traitement symptomatique qui aurait été mis en œuvre face à l'accompagnement, mais aussi parfois par un symptôme dépressif. Nous, on travaille assez régulièrement avec les psychiatres face à des refus de soins chez des patients qui ont des troubles cognitifs ou alors qui, au contraire, ont un gros syndrome dépressif. On peut forcer quelqu'un à prendre un traitement psychiatrique, un soin sans consentement, mais on ne peut pas forcer une personne à suivre un traitement somatique sans son consentement. Parfois, on se laisse le temps de traiter, de lever le symptôme dépressif et voir si après le positionnement de la personne peut changer face à démarrer un traitement spécifique, mais ça ne peut pas se faire dans un temps très court. Et donc, c'est aussi important de connaître le pronostic de la
maladie à court terme pour savoir si on a bel et bien le temps de prendre en charge ou non ce syndrome dépressif ou si on est face à une situation réfractaire. Les éléments les plus importants à retenir dans ce consentement, c'est que c'est une histoire de dialogue répété avec plusieurs personnes, et puis aussi d'anticipation. Et on verra que la loi donne quelques éléments permettant cette anticipation, c'est-à-dire d'arriver à ce que la personne puisse exprimer ce qu'elle souhaite ou ce qui est important pour elle avant qu'elle ne perde la capacité d'exprimer sa volonté. Alors, les repères légaux, ça ne dit pas ce qui est bien, mais néanmoins, la loi Leonetti, puis classe Leonetti, puisqu'il en est question là, après la loi Kouchner de 2002, maintient 2 interdits, celle de l'obstination déraisonnable et celle de l'homicide. Elle promeut les droits du patient et puis elle impose un cadre à la délibération en faisant le pari de cette éthique procédurale qu'on verra sur cette question de comment on se met tous ensemble pour réfléchir à quelle serait la meilleure manière de prendre une décision. Et ça, c'est important parce que on est un des pays qui fait ce pari-là de cette éthique procédurale. Nos voisins belges, par exemple, eux, ont une éthique plutôt de la relation individuelle entre le médecin et le malade, notamment dans les décisions d'euthanasie. Nous, en France, on est sur cette procédure collégiale, sur cette délibération collective, et c'est vraiment quelque chose qui peut nous aider et nous soutenir dans des situations comme celle que nous rapporte Lydia. Alors, que nous dit la loi par rapport au refus de traitement et aux limitations et arrêts de traitement? Tout d'abord qu'on a une obligation de respecter la volonté de la personne, même une personne qui serait protégée, majeure protégée ou mineure. On doit systématiquement rechercher le consentement et le mieux serait l'assentiment, c'est-à-dire finalement que cette personne entendent aussi les raisons qui nous amènent à prendre cette décision et s'y allient finalement, les partagent. Si une personne exprime un refus de soins de traitement, il doit de toute manière être réitéré dans un délai raisonnable. C'est ce que nous dit la loi. On ne doit pas s'arrêter là. On doit toujours reposer la question. On doit pouvoir avoir informé la patiente des conséquences de ses choix et de la gravité. On peut faire appel à un autre membre du corps médical pour informer et pour accompagner la personne. Et puis, on sauvegarde, la loi dit, la dignité, la qualité de la fin de vie par la mise en œuvre, par exemple, de soins palliatifs, comme vous l'avez bien fait dans cette situation. Pour ce qui est d'une personne qui serait hors d'état d'exprimer sa volonté, et là, on est un peu... Finalement, on navigue à vue de ces 3 parties. Certains pourraient se dire, mais on est face à une personne en capacité de s'exprimer. D'autres dire, non, on est face à un majeur protégé ou une personne qui ne serait pas en capacité d'exprimer sa volonté. Dans ce cas-là, dans tous les cas, il y a une recherche de l'expression de la volonté de la personne, tout d'abord par le biais des directives anticipées, puis par l'avis, mais finalement consultatif de la personne de confiance, enfin par la consultation des directives de la famille et des proches à défaut de la personne de confiance, et on se réunit en procédure collégiale. Je ne reviendrai pas dessus, mais vous retrouverez sur ces 2 diapos des petits éléments qui vous rappellent un petit peu ce que c'est que la personne de confiance et les directives anticipées que vous pouvez retrouver sur le site dont je vous ai mis là ici du Centre national de la fin de vie et des soins palliatifs. Par rapport au refus de l'obstination déraisonnable, et donc après la prise en compte de l'avis de patient, je reprends la procédure de collégialité. Et là, pour toute décision de limitation ou d'arrêt de traitement, finalement, lorsqu'on se questionne sur une prise en charge, est-ce bien raisonnable ou pas? Et là, même si on était chez cette dame, chez une question autour de sa volonté, si elle n'était en incapacité complète de nous avoir exprimé sa volonté, on aurait en prérequis pris en compte l'avis de cette personne, quoi qu'il arrive, même si elle n'était plus en capacité de s'exprimer, par les directives anticipées, par l'interrogation de la personne de confiance, qui n'est pas, et par ensuite l'interrogation de la famille des proches. Et ensuite, on s'en serait concerté entre personnel soignant non médical, équipe médicale et un tiers extérieur, un avis consultatif qui n'aurait pas de lien hiérarchique
avec le médecin référent. Et enfin, la décision est prise par le médecin référent, ce qui est une décision qui peut être en accord ou pas avec la procédure collégiale, mais dans tous les cas, s'il ne suit pas la procédure collégiale, il doit pouvoir l'argumenter dans le dossier médical et le justifier. Et ça doit toujours être tracé. Là, ça nous éclaire aussi un petit peu plus sur la place de la famille. La famille doit être accompagnée, la famille doit être entendue, son avis doit être entendu, mais ce n'est pas son avis propre qui va mener et qui va guider notre réflexion et notre concertation dans la procédure collégiale, c'est ce que la famille a pu rapporter de l'expression de la volonté de son proche. Et c'est important aussi quand on est face à une personne de confiance ou à une famille ou à des proches, de bien différer ces deux. Il y a votre avis proche que je prends en compte parce que je vous accompagne et je suis aussi là pour vous. Mais moi, ce que je viens rechercher auprès de votre témoignage, c'est le témoignage de votre proche, de la personne malade, de ce qu'elle aurait pu exprimer, de qui elle était et de si elle aurait souhaité ou pas mettre en place ces traitements. Donc voilà, c'est légèrement à propos là, enfin légèrement limite à la situation parce que là on est face à une situation d'une personne qui n'aurait pas pu s'exprimer du tout, mais ça nous indique aussi la place que pourrait prendre cette famille dans le processus de la décision qui est finalement une place de témoin, de relais, de médiateur de l'expression de la volonté de la personne, mais qui n'est pas du tout appelé à la table de la concertation, si vous voulez. Et puis enfin, on a quelques repères éthiques. Et les repères éthiques, ils sont centrés pour moi sur la question de la délibération. Et je vous ai mis une petite citation qui pour moi reflétait tout de suite la phrase de Lydia autour de voilà, je me suis d'abord questionnée personnellement, puis ensuite ça a pris peu à peu forme dans mon équipe. En tout cas, ça a pris ma délibération personnelle. C'est face à une décision qui m'engage, je suis comme réunie en assemblée pour étudier mes volontés, mes arguments, ceux des autres, mes pensées, mon désir, mes passions et mes craintes. Et même si dans cette situation, la volonté du patient prône et que tu as su respecter sans nécessairement mettre en œuvre de procédures collégiales d'un point de vue légal, néanmoins, quelle n'est pas la force de la délibération collective, du fait de se mettre ensemble et réfléchir à la meilleure décision à prendre dans ces situations limites. Alors, je vous retourne aussi à l'avis 136 du CCNE, qui est passé un petit peu inaperçu, mais qui est extrêmement intéressant, un peu long néanmoins, mais qui porte au consentement dans le soin. Et il fait du respect du consentement un impératif éthique fondamental. Alors là, on vous a remis un petit peu le programme et le cadre de cet avis que vous pourrez lire à tête reposée, mais il parle de la complexité de l'information, de la transmission de l'information, de l'obstacle parfois qui existe à la recherche du consentement, de la question éthique de qu'est-ce que consentir finalement à ce qu'on ne comprend pas ou imparfaitement, avec le lien avec l'assentiment, et de la compatibilité du consentement avec les états de grande vulnérabilité tels que pouvait être ici Madame Françoise dans ta situation. Et puis enfin, il y a l'enjeu éthique de décider pour autrui dont la capacité à consentir est altérée et qui est inscrit sous forme donc, la procédure collégiale dans le cadre de la loi. Et puis, ils se sont permis ou ils nous ont montré un chemin de hiérarchisation de principes éthiques difficiles, notamment vis-à-vis du respect de la personne et de sa dignité, et puis ces 4 principes qu'on évoque souvent, qui peut être aussi un repère à la réflexion dans l'éthique principielle. Et donc, qu'est-ce que c'est délibérer en pratique clinique? Ça commence un peu par ce malaise interne, par cette délibération. C'est d'abord un malaise qui va initier le questionnement et ce sera d'abord et toujours un questionnement personnel, individuel. Alors, on peut avoir le schéma des scénarios, c'est-à-dire s'imaginer toutes les situations possibles et aller un petit peu jusqu'au bout de la réflexion pour savoir laquelle finalement nous paraît la moins pire des décisions. On peut avoir des formes de discussion, de réflexion plutôt, on va demander un peu l'avis de tout le monde et puis on va essayer de se positionner un peu comme ça, mais il y aura toujours un travail personnel et individuel avant d'arriver sur une délibération construite et collective, avec l'idée que ça passe
par la mise en œuvre finalement de cette délibération, avec parfois dans nos services, il faut mettre des temps off et puis prendre le temps tous ensemble de se poser sur une situation, même si tout le monde court partout, il y a un moment où il faut prendre le temps de se poser et de réfléchir collectivement. Ça passe par un temps d'expression émotionnelle aussi, de l'ensemble des soignants qui participent à cette réflexion, parce que si on ne passe pas ce temps-là, on se dit que c'est dur, que ça nous met en difficulté, on ne peut pas forcément aller plus loin aussi dans la construction d'une décision. Et puis, il y a après un temps d'échange d'arguments avec différentes méthodes de réflexion. Le choix qui s'opère par consensus ou non à la fin de cette délibération, la décision médicale du médecin en responsabilité, ce n'est pas la procédure ou ce n'est pas le groupe qui décide. Si le groupe émet un choix, fait un choix, et puis c'est le médecin qui prend la décision et la responsabilité de la décision, sa mise en œuvre enfin, qui peut être attendue, et puis la relecture qui est toujours nécessaire dans ces situations complexes entre équipes, où on peut être à plusieurs et relire ce qu'on a fait, ce qu'on aurait pu faire, qu'est-ce qui nous a amené à prendre ces décisions et comment les choses auraient pu se passer pour toujours continuer de faire mieux. Voilà, j'ai terminé. J'espère que je n'ai pas été trop long. Puis je laisse la parole à Stéphane s'il veut compléter. Merci Chloé, parce que c'était extrêmement riche également. Et moi, je n'ai pas grand-chose à compléter, si ce n'est d'essayer d'écouter nos patients, d'essayer de les entendre, de les comprendre, d'échanger avec eux et aussi d'échanger en équipe pour pouvoir éventuellement comprendre le chemin ou envisager un chemin à prendre avec eux pour pouvoir les accompagner du mieux possible. Moi, j'aurais une petite question pour vous deux. On voit bien que c'est une situation où la famille entre dans le jeu de la communication, où lorsque l'équipe soignante considère qu'elle prodigue un traitement, qu'elle offre un traitement palliatif, la famille considère que ce sont des soins actifs. Et en effet, il y a ce problème de communication. Et en fait, on parle de l'obstination, là, en l'occurrence. Et dans la définition que tu nous as montrée, Chloé, on parle bien de maintien artificiel de la vie pour définir l'obstination déraisonnable. Or, on voit bien que le traitement qui a été proposé, je crois que c'était du Erlen, enfin bref, on n'était pas dans du maintien artificiel. Enfin, je ne sais pas si on rentre dans ce caractère de maintien artificiel. Maintien artificiel, on l'entend généralement pour la nutrition artificielle, l'hydratation artificielle, etc. Pour ce qui est d'un traitement de rechute qui est du ressort d'un traitement dit actif, même si ça peut être un traitement à visée symptomatique. Est-ce qu'on est voilà, où se situe la frontière, et la frontière doit être elle, déplacée en fonction des situations comme on a en hématologie? Alors, moi, mon interprétation du cas, c'est qu'au contraire, la famille poussait pour les soins actifs, c'est-à-dire pour la poursuite du rituximab, la poursuite des traitements, contrairement à l'avis de la patiente qui, elle, aurait voulu arrêter les traitements et avait du mal à entendre la prise en charge palliative. Et là, j'avais donné quelques éléments de réponse sur la manière d'accompagner des familles qui peuvent être désœuvrées aussi face aux demandes de limitation ou d'arrêt de traitement de leurs proches. On imagine que ça renvoie beaucoup de choses pour eux. Et la deuxième chose, la question que tu poses, c'est tout à fait l'enjeu éthique finalement de la réflexion autour de la proportionnalité, de qu'est-ce qui est proportionné, c'est-à-dire qu'est-ce qui correspond à de l'obstination raisonnable, qu'est-ce qui n'en correspond pas. Tout acte médical, tout traitement, toute investigation peut être de l'obstination déraisonnable, parce qu'à partir du moment où on met en place un traitement qui va même un traitement qui ne semble pas agressif, on prolonge la vie et l'évolution naturelle de la vie de cette patiente. Et donc, dans tous les cas, on peut se poser la question, on est dans cette réflexion sur la proportionnalité, pas uniquement pour les traitements qu'on voit strictement de maintien en vie, mais ça peut être aussi pour la poursuite d'une anticoagulation, par exemple curative, chez une personne âgée qui aurait l'habitude de chuter. On va réfléchir aux balances bénéfices-risques. Est-ce qu'on n'est pas dans l'obstination de continuer les bilans biologiques, les prises
prise de traitement régulier pour est-ce qu'on risque pas plus mal, mais donc ça fonctionne aussi avec un traitement ciblé pour une maladie oncologique ou hématologique. Alors, je poursuis exactement la question. Donc, on voit bien que cette obstination, elle doit être discutée, doit être envisagée, enfin, la proportionnalité des soins, comme tu l'expliques très bien. Est-ce que c'est une décision qui est forcément collective? Enfin, du moins, comment on évalue cette proportionnalité en pratique, en routine? Alors, en pratique, en routine, la loi n'encadre et uniquement l'idée de cette collégialité dans le cas où le patient ne peut pas être en capacité d'exprimer sa volonté. Là, il y a besoin d'une procédure collégiale, c'est clair, c'est net. Dans toutes les situations où on décide d'arrêter ou de ne pas entreprendre un traitement alors que le patient n'est pas en état de s'exprimer ou de communiquer, il faut qu'il y ait une procédure collégiale. Après, pour toutes les questions relatives à la proportionnalité, même chez les patients qui peuvent exprimer leur volonté, il y a souvent besoin d'une RCP, d'une collégialité, d'une délibération collective parce que c'est toujours des situations compliquées. Et même si le patient est en capacité de s'exprimer, la responsabilité, elle reste médicale. Moi, je me souviendrai toujours de ce patient chez qui on nous a demandé d'aller demander s'il avait envie, s'il était d'accord ou pas pour se faire amputer. Finalement, le patient dit qu'il veut bien être amputé. Puis finalement, on fait la procédure, on fait une réflexion, donc là, qui ne s'appelle pas procédure collégiale du coup, mais qui s'appelle une délibération collective avec le chirurgien, le gériatre, le nutritionniste, les soins palliatifs sur est-ce que c'est bon ou pas pour ce patient de l'amputer. Finalement, cette délibération se dit, mais en fait, non, il ne va jamais cicatriser, le geste est trop risqué, on ne va pas l'amputer. Et après, on se dit, mais à quoi ça a servi de lui avoir demandé son avis? Donc, il y a tout dans la pratique clinique, il y aura des allers-retours, il y aura toujours des réflexions sur est-ce qu'il faut que j'aille d'abord voir le patient, que je lui demande de décider. Et des fois, on voit des professionnels et des médecins qui se désengagent de leurs responsabilités aussi en posant la question aux patients. Est-ce que vous souhaitez ou pas faire ce traitement par exemple, la personne âgée atteinte d'une leucémie aiguë ou un peu limite, on ne sait pas trop si elle est fit ou si elle n'est pas fit, ben on lui demande est-ce que tu veux le traitement intensif ou est-ce que tu veux... Bon, ben ça, c'est aussi questionnant d'un point de vue éthique. Hein, l'idée de est-ce qu'on n'est pas aussi là en train de se désengager de ses responsabilités de médecin, de prendre la décision et après, bien entendu, ben, il y a un dialogue qui doit se faire avec la personne malade. Eh bien, un grand merci. Je me permets de vous dire que vous pouvez toujours envoyer des situations cliniques par mail que je me ferai un plaisir de partager à l'ensemble de la commission éthique de la SFH pour en fait façonner de nouveaux webinaires. Voilà, ce serait bien si plusieurs fois par an on pouvait faire ça. Vous étiez une cinquantaine à être présents en ligne et d'autres regarderont le webinaire en rediffusion. Je me permets aussi de vous repasser l'annonce concernant le questionnaire sur les soins de fin de vie en hématologie qui a été lancé par la commission éthique de la SFH et Chloé étant l'investigateur principal de ce projet de recherche. Et le lien vous a été envoyé par la mailing list de l'AIH. Il vous a aussi été envoyé par la SFH si je ne me trompe pas. Donc, vous devez l'avoir dans vos mails. N'hésitez pas à remplir ce questionnaire. Ça va vous prendre 10 minutes. Ça vous demande de réfléchir sur cette situation clinique et de donner votre avis sur l'analyse de ces situations cliniques. Voilà, je vous remercie. Merci, C'était un grand plaisir de vous avoir Merci. tous, membres de la commission, mais aussi tous participants à ce webinaire. Nous espérons vraiment pouvoir poursuivre ces webinaires éthiques. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, à envoyer des emails et nous ferons un plaisir de répondre et d'échanger avec vous. Très bonne soirée à tous et à très vite. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.